Et puis tout de suite, on s'intéresse à un des secteurs économiques qui a sans doute connu les plus grands bouleversements de ces dernières décennies. Il s'agit des télécommunications. En France, en seulement 30 ans, on est passé d'un monopole d'État à un marché sans frontières et très concurrentiel. L'entreprise France Télécom a dû s'adapter en innovant sans cesse et en développant une culture client. En 2000, elle achète même l'entreprise britannique Orange, devenue depuis la marque unique pour le mobile, la télévision et l'Internet. Aujourd'hui, le groupe est le 5e opérateur mondial, une belle performance, mais à quel prix ? Voici les coulisses de la mécanique Orange, 30 ans de télécom, un documentaire signé François Rabaté. Oula, qu'est-ce que vous voulez, vous ? Je voudrais le 22 à Agnières. Au début des années 70, en France, le téléphone est un objet rare. Pour l'avoir, il faut patienter pendant des mois. Les télécoms, c'est un monopole d'État, géré par une branche des PTT, la Direction Générale des Télécommunications, la DGT. Son image, des fonctionnaires pépères. Vous pensez que ça va être lent ? Mais ça va changer. 1975, le nouveau président de la République veut un téléphone digne d'un pays développé. En quelques années, on rattrape le retard, on prend même de l'avance en adoptant les technologies de pointe. On imagine alors un avenir radieux, une société de communication dont la France serait le leader mondial avec ses centres numériques, sa télématique, sa fibre optique. 30 ans plus tard, ce grand rêve des télécoms françaises, qu'est-il devenu ? Avec le mobile et Internet, le marché mondial des télécoms a explosé. La DGT est devenue France Télécom et maintenant, c'est une marque, Orange. 5e opérateur mondial, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 20 milliards en France. Ces changements, eux, ils les vivent de l'intérieur. Véronica, sur une plateforme d'appel Orange en banlieue parisienne. Bruno Le Lignard, sur le terrain en Picardie. Mireille, directrice territoriale à Marseille. Luigi, manager de boutique à Paris. Et Karine, une ancienne manager qu'on n'a pas laissé continuer. Et puis Ndiata, architecte réseau pour Orange à San Francisco. Et Henri et son équipe, les télécoms du futur, sur le Tour de France. Ce qu'ils vivent, c'est le résultat de 30 ans qui ont fait d'une administration technique d'État une société multinationale. Bonjour, bienvenue chez Orange. Avant, on passait par les demoiselles du téléphone. Mon père a presque un, j'écoute. Aujourd'hui, si on a un problème de téléphone ou d'ADSL, on est dirigé vers un centre d'appel. Ils appellent ça une plateforme. En 10 ans, 50 000 salariés de France Télécom ont muté du technique vers le commercial, une bonne partie dans ces usines du 21e siècle. Eux, on les appelle des conseillers clients, mais ils doivent profiter des appels pour placer des offres commerciales. D'accord. Et puis on va recommander un super mobile ensemble. Véronica a 30 ans, elle est chef d'équipe. Pas fonctionnaire, mais CDI. Sa prime dépend de l'efficacité commerciale de ses conseillers. Son travail, pas vraiment une vocation, mais ça lui convient. J'ai fait une première année de doc gestion et puis j'avais envie de travailler, donc j'ai postulé à un poste de conseiller client en intérim et puis j'ai été CDIsée dans le mois qui suivait. Le conseiller, ça peut être des étudiants, ça peut être aussi des personnes. Sous-sol, Karine n'en peut plus. Elle apprend alors que d'après le plan social, elle peut partir à la retraite à 49 ans. J'ai été reçue à plusieurs reprises par les ressources humaines. Oui, mais tu sais qu'avec l'ancienneté que t'as, plus tes 3 enfants, tu peux partir en retraite. Je faisais partie de ces personnes qui étaient dans les critères pour pouvoir partir. Aujourd'hui, je peux dire et témoigner que j'ai pris ma retraite en 48 heures. Et je pense que c'était prémédité. C'est ce qu'on pense à Sud Télécom. Karine n'est pas un cas isolé. En juin 2007, des syndicats ont lancé une enquête sur les mobilités forcées à France Télécom. Sur Internet, d'ailleurs très vite, tous les ordinateurs du groupe ont été empêchés d'accéder au site. Pendant tout un temps, le sport national à France Télécom, c'était de chercher les gens qui avaient eu 3 enfants et puis de leur dire « mais vous pouvez partir en retraite ». Oui, mais j'aurais rien. Eh bien, on est prêt à vous donner un coup de pouce. Enfin, on leur disait que franchement, s'ils restaient, ils allaient avoir une vie terrible à France Télécom. C'était vraiment, ils auraient peu de perspectives, etc., qu'il fallait qu'ils partent. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de plan social, plus de pré-retraite et apparemment d'autres méthodes. Je prends l'exemple d'un cadre. Il est convoqué par son supérieur hiérarchique qui lui dit « voilà, ton service est supprimé, en tout cas, il est rattaché à un autre service. Ton poste est supprimé, tu as 6 mois pour trouver du travail. »
C'est-à-dire que c'est pas France Télécom qui va trouver du travail au cadre, on lui dit tu te débrouilles pour trouver. Dans France Télécom, éventuellement dans une filiale, éventuellement aussi dans la fonction publique, puisqu'il y a une possibilité maintenant de quitter France Télécom pour aller dans une autre administration, dans une fonction publique. On pourrait dire que cette situation-là, c'est la concurrence, c'est la pression mondiale, planétaire, qui fait qu'on est obligé de faire des gains de productivité, etc. Mais ce qui nous inquiète là, c'est qu'on a l'impression au contraire que c'est un système qu'a mis en place la direction de France Télécom à des fins de suppression d'emplois qui sont ce qu'on appelle les suppressions d'emplois boursières. C'est-à-dire pour faire remonter l'action, on annonce 22 000 suppressions d'emplois. France Télécom est devenue une entreprise boursière et là on a le sentiment que le personnel est avant tout une charge dont il faut se débarrasser. Juin 2007, l'État français cède encore 7% de ses parts de France Télécom. En gros, il n'a plus que 25%. Le plus gros actionnaire après lui, ce serait un fonds de retraite américain. Ah bah non monsieur, faut pas réagir comme ça. Et le salarié lambda là-dedans. À Ivry, c'est la pause pour Véronica et son collègue chef d'équipe Cécile. Il est évident qu'il y a une routine qui s'installe et qu'au bout d'un moment, le travail devient fastidieux. Bonjour, bienvenue chez Orange. Il faut avoir l'occasion de pouvoir se renouveler. Et ces occasions-là, il faut pouvoir... soit il faut qu'on se les crée, soit il faut qu'on nous les propose. Forcément. La course client, c'est difficile parce que c'est un métier où le timing est régi à la seconde. C'est-à-dire qu'ils sont derrière leur casque, ils sont derrière leur ordinateur, l'appel arrive, et puis il y a des timings de productivité à respecter, ce qui est logique. Pour conclure, est-ce que vous êtes satisfaite de mes explications, de notre entretien? Donc ils ont 10 minutes de pause toutes les 2 heures, mais entre ces laps de temps, l'activité est régie à la seconde, ils ne sont pas maîtres de leur temps à la seconde près. C'est comme tous les boulots, quoi. Il y a des trucs passionnants, puis il y a des trucs chiants. Bon, les trucs chiants, c'est la pression des actionnaires, les trucs chiants. C'est le fait qu'on va vers un truc qui est complètement... où si on a fait 18-7, il faut faire 18-9, et puis après il faut faire 19-4, et puis 21-6, quoi. On est toujours les dans le guidon, on est toujours... Et puis il faut produire plus avec moins, plus avec moins, plus avec moins. Parce qu'on m'a dit que c'était gratuit. Effectivement, puisque là je vois que le montant de votre dernière facture s'élève à 138,57 €. Et je pense qu'il y a vraiment pire ailleurs, vraiment. Malgré tout ça, c'est quand même une boîte qui est relativement humaine, quoi. On ne s'est pas virer du jour au lendemain ici à Orange. Moi je suis pas fonctionnaire, hein. Qu'on soit fonctionnaire ou pas, bon c'est pareil, on va pas se faire dégager du jour au lendemain, etc. Donc c'est une boîte quand même qui reste, il y a une tradition quoi derrière tout ça. Magique. Pour rester dans ce métier où il se sent libre, Bruno s'est battu, d'abord en piochant des infos sur Internet, ensuite en suivant des formations maison. Là, je vais faire un essai de ligne. Je suis sûr déjà que je suis sur le bon client. Donc là, avant, on n'a plus une personne à distance qui nous faisait un essai sur un robot avec les ordinateurs. On a accès directement aux bases de données avec celui-ci. L'avantage de celui-ci, c'est la nouvelle série. C'est qu'on peut se mettre une liaison ADSL. Là, vous voyez, j'ai la tonalité, je peux téléphoner et tout. Mais par contre, la DSL est perturbée. Avec le temps, ça se dégrade. Comme quoi, on a encore du boulot pour remettre en état tout ça. Voilà le grand problème des années à venir. Le réseau en cuivre construit à la grande époque du rattrapage se dégrade. Pourtant, c'est lui qui a permis les grandes réussites des années 80. L'âge d'or des télécoms françaises, l'épopée de la télématique française, l'annuaire électronique, le Minitel. Mais déjà à cette époque, on le savait, pour les services du futur, il faudrait plus costaud, des autoroutes de l'information. On lui avait trouvé un remplaçant, la fibre optique. On avait fait un réseau expérimental à Biarritz et le nouveau pouvoir socialiste était en quête de grands projets culturels et industriels. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Dans l'enthousiasme, on avait lancé le plan câble. J'aperçois le début d'une phase industrielle dont j'attends beaucoup. Vous savez mieux que personne que la compétition mondiale est rude. Le plan que nous avons lancé devrait nous permettre de disposer d'une technique dont les enjeux économiques seront si importants que cela contribuera, je le crois, utilement au redressement national. On allait câbler les villes, puis on les raccorderait entre elles, ainsi naîtrait le réseau du futur que le monde entier nous envierait. À la fin des années 90, Mireille a connu les désillusions du plan câble. Elle était directrice régionale à Montpellier, ville câblée.
La production de contenu à l'époque quand même coûtait cher. Les télés locales, c'était compliqué. Donc c'est tout ça aussi qui était derrière. Il n'y avait pas que la technologie, il y avait aussi les usages des services qui n'étaient pas encore forcément au même niveau qu'aujourd'hui, enfin qui n'étaient certainement pas au même niveau qu'aujourd'hui. En résumé, le marché n'était pas mûr, fin du plan câble. Et pourtant, ce jour-là, Mireille est avec son équipe projet FTTH. C'est de l'anglais, la fibre optique jusque chez soi. Aujourd'hui, Internet et la multiplication des chaînes de télé ont préparé le marché. Les ingénieurs peuvent à nouveau rêver avec la fibre optique. C'est cette petite fibre qui va porter du 100 mégas. 100 mégabits. 100 mégabits, en résumé, jusque chez un client grand public, lambda. C'est beau quand même. Hein. Si c'est le raccordement des clients, on a intérêt à aller dans les très grands immeubles. Mais les temps ont changé. Du temps du plan câble, on ne se préoccupait pas trop du coût. Aujourd'hui, c'est la rentabilité avant tout. La fibre, ce sera dans les villes, pour les quartiers où la demande ADSL est forte. 26 000 logements et 900 immeubles, quoi. Mais que fera-t-on des villages de Picardie ? Ce sera le job de Bruno qui, pendant ce temps, a progressé dans son enquête. Pour monter au poteau aujourd'hui, plus de griffes aux pieds ni d'échelle, il a appelé à la rescousse son collègue avec une nacelle. Le câble, c'est un vieux câble. Les fils sont parallèles, donc ça fait parasite, ça fait antenne. Ouais. Et il est à côté il doit y avoir une antenne orange, non, dans le coin, tu sais pas. Parce que le câble aurait dû être changé déjà à l'époque. Donc on a une mauvaise qualité de service. C'est pas normal, ça. Le réseau mobile amène des parasites électriques et il faut changer les vieux câbles. Du boulot en perspective pour Bruno, car pendant ce temps-là, à la boutique, on vend à tour de bras. Aujourd'hui, je vous propose de ne pas payer l'abonnement, d'avoir une vitesse supérieure de 8 mégas avec la télévision et les appels illimités ici pour 39,90. Parce que New York, c'est pour le même prix. Pour le même prix, vous avez... Pendant ce temps, Bruno a éloigné la ligne à problème de la perturbation en la transférant sur une autre paire de cuivre. Ça, à court terme, si ça marche, l'abonné est sauvé. Ouais. Bon, on va attendre que la synchro arrive en cours. Et là, ça décroche plus, donc c'est bon. Bonjour, bienvenue sur conférence téléphone d'Orange Business Service. Vous entrez en conférence. Allô ? Bonsoir Mireille. Bonsoir. Pendant que notre lignard rafistole son réseau, Mireille s'attelle à une tâche désormais presque quotidienne. Les restructurations, c'est une profusion de cas particuliers. Voilà, c'est une liste de toutes les couleurs, donc j'ai essayé de mettre un espèce de code couleur en fonction du devenir des gens. On a trouvé qu'il avait le profil pour aller sur la plateforme Hotline. Donc je n'ai de plateforme. Oui, enfin avec un point d'interrogation, mais pour l'instant on a imaginé qu'il avait le profil. Mission récla à l'AE. Nelly, donc c'est point d'interrogation. Exactement, c'est le deuxième. Il y aurait le profil pour aller à l'ED. Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Prenons un peu de recul. Quel âge il a et qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est bien embêtant parce qu'il ne voyait pas ailleurs qu'à la formation. Oui, après, ben... il y a, c'est vrai... Et quel âge il a? 53 ans, sa formation. C'est le mauvais signe. Auparavant, il était responsable... Non, mais à ce moment-là, il est quand même plutôt RH. Il n'a pas démarré dans le domaine technique? Non, il a une maîtrise d'histoire. Ah, effectivement. Bon, on va regarder jusqu'où on peut aller avec lui en termes d'évolution de compétences ou de mobilité géographique. Hein, il faut quand même se mettre dans la situation où on les met sur des postes qui peuvent aboutir à du vrai boulot après. En ce qui concernait l'autre, qui paraît-il pouvait même devenir chef de boutique, c'est qu'il va sur la plateforme et puis s'il part dans la fonction publique, il part dans la fonction publique. Ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que tant que les gens ne sont pas partis, ils sont là. Il y en a qu'on ne cherche pas à faire partir. Ces journées de repos sur le Tour de France, mais pas pour ces super techniciens venus de tout l'Hexagone. Chaque année, ils sont choisis par le boss d'Event Service, l'unité événementielle du groupe. Henri, 46 ans. Réunion tout de suite au pied du téléphérique. Oui, tout le monde, tout le groupe. Alors, tout d'abord, hier, il y avait Louis-Pierre Vénès, qui est le directeur pour la France d'Orange et de France Télécom, qui m'a demandé de vous adresser ses félicitations. Ce que je vous retransmets. J'ai un bémol. Je vous connais tous, je vous recrute tous, et on a un contrat moral ensemble. Celui qui se sent pas bien, qu'il le dise. Mais s'il veut pas jouer les règles du jeu, il peut rentrer. Il n'y a pas de souci. Derrière, il y a des gens qui sont prêts à venir remplacer.
Donc hier, ça m'a gâché la soirée. C'est fini. Hop. La parenthèse est fermée. Alors maintenant, je pense qu'il y avait une petite cérémonie. J'ai un peu les boules. Parce que chaque année, on perd un des éléments. On les perd pas, on les perd pas. Ouais. C'était pas mort. Même chez les cadors, on peut partir. Gilles dit chouchou et fonctionnaire. Il a trouvé à se recaser dans la fonction publique territoriale. Regarde le bidon. Par contre, le bidon, on peut enlever ça quand même, le bidon. Ah oui, oui. Je pars de l'équipe parce que j'ai trouvé un poste dans la fonction publique au Conseil général du Morbihan, Val. Et j'embauche au 1er septembre, donc par définition, c'est mon dernier tour. Comme France Télécom n'autorise pas à sortir du bassin d'emploi, c'était une des solutions, c'est-à-dire d'aller dans la fonction publique. Après, il y a d'autres solutions, monter son entreprise ou démissionner. Bon, j'ai pris cette voie-là. On incite un peu les gens, les fonctionnaires, à partir Pas vraiment. Non. Le but du jeu, c'est de pouvoir aller sortir de la région parisienne. Pour certains, ça fait 20-25 ans qu'ils y sont. Et pour pouvoir se rapprocher de leur famille, leurs parents, leurs grands-parents. Toi, t'es fonctionnaire aussi? Moi, je suis fonctionnaire. Et... Ouais. Mais j'ai véritablement pas l'impression de l'être, vu le travail fait, vu les horaires parfois pratiqués. Donc on est... J'aime ça. Ouais, c'est l'adrénaline qui me fait l'événementiel, c'est véritablement ce qui me fait avancer. Hier c'était une étape importante, grande étape de montagne alpestre. Après à l'Obisque, ça va être une grosse étape. Pas de ligne, pas de réseau au sommet et une obligation de résultats pour les télés et les radios pour qu'ils puissent envoyer des images, du son. Ligne haute qualité, Internet haut débit et liaison spécialisée à la demande, même en journée de repos, la salle de presse, il faut que ça marche. Ici, c'est tout sauf une vie de fonctionnaire. C'est tous les jours monter, démonter, c'est dans l'urgence. Oui, c'est toujours dans l'urgence. On est toujours limite au niveau temps, ça n'a rien à voir. Puis c'est une autre ambiance, quoi. Là, il y a une convivialité entre collègues et toute différente de celle du boulot de tous les jours. Jean-Paul est entré au PTT il y a 30 ans comme électromécanicien. Il s'est formé sur le tas. Aujourd'hui, c'est un cador en commutation numérique. France Télécom est devenu Orange. Enfin, moi, j'ai eu cette impression-là pour rayer le terme France dedans, pour dire on est une boîte internationale. On a l'impression de bosser peut-être un peu différemment, peut-être plus efficace, peut-être, mais peut-être avec beaucoup plus de stress aussi. On a l'impression au boulot d'avoir beaucoup plus la pression qu'on l'avait à l'époque, quoi. C'est vrai que si aujourd'hui je disais il faudrait que je revienne il y a 30 ans, non, ça serait c'est plus la même boîte. On essayait de travailler de manière équivalente pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'essayait pas d'aller plus vite parce que le client il payait cher ou parce que c'était un chef d'entreprise ou à l'époque tout le monde passait au même niveau. Je pense que le service public il est quand même un minimum encore. Parce que si on faisait payer l'installation d'une ligne à Lyon, on va dire 40 €. Ou je sais pas, au fin fond de Tignes, où s'il n'y a pas d'équipement, il faut planter 40 poteaux. Si tout le monde devait payer ce qu'on engendre nous, le prix serait complètement fou, quoi. Donc le service public, pour l'instant, est toujours là, quoi. Après, je sais pas si ça va durer. Ça, c'est moins sûr, quoi. Mais l'avenir nous le dira, quoi. Après, tant que l'État a une partie de billes avec nous... Moi, je suis pas convaincu qu'avec 20%, l'État va rester longtemps avec nous, quoi. Faut voir après. Tout. Parce que petit à petit, on se débarrasse de de la partie. Enfin, l'État se débarrasse de France Télécom. On ne sait pas ce qui va en advenir à l'avenir. L'avenir pour l'instant, c'est les clients ADSL. On les soigne. Bruno aura passé toute une journée sur son cas difficile. Dernière étape dans le central, finaliser le changement de ligne qui a débarrassé le client des perturbateurs électriques. Tu te mets dessus en esclave? J'ai mis en ADSL 2+, ça. Bon c'est tout. Tu rebranches tout et tu te sauves. Hein. Merci Thierry. Hein. À demain. Bon, j'ai fini ma journée. Enfin, on va essayer de profiter de cette fin de journée. C'est fatigant quand même. Ouais, tout à fait. C'est épuisant même. Parce qu'on nous demande beaucoup. Bruno rentre à sa base.
À Ivry, Véronica a terminé sa journée. Et à San Francisco, la journée commence au laboratoire Orange, Orange Lab. Ngiata a 41 ans. Né dans l'ex-Zaïre, en France ingénieur en optoélectronique, il est entré au Centre de recherche des télécoms, le CNET, devenu depuis France Télécom Recherche et Développement. Et puis il s'est intéressé à ce qu'il y avait derrière les réseaux, les clients, la facturation, le business. Il a fait un MBA, technique plus business, ça donne architecte réseau. Ici, il dirige une équipe cosmopolite de super spécialistes. On a constaté tout simplement qu'avec l'arrivée d'Internet, les États-Unis étaient à la pointe de l'innovation. Donc il y avait beaucoup d'acteurs avec lesquels il fallait traiter et qui étaient sur le continent nord-américain. Dans ce contexte-là que je suis venu ici à San Francisco avec la mission de créer une unité de recherche qui va s'occuper de regarder les aspects réseau. Au même moment, pour Henri, départ dans la nuit. La mise en place du village technique sur la ligne d'arrivée, c'est pour 4 heures du matin. J'ai commencé au bas de l'échelle dans le groupe France Télécom, à une époque où il fallait 1 mois, 2 mois de délai pour qu'un client soit raccordé. Jamais on n'aurait pensé faire tenir de l'image et pouvoir vivre une arrivée du Tour de France, par exemple, sur ton écran de téléphone mobile. Les événements, c'est une vitrine. Donc si on peut arriver à amener des innovations, et pour les journalistes, et pour les organisateurs, on gagne le jackpot, et ils vont faire la pub le jour où on les commercialise. Hop, je double les gendarmes. L'étape l'an prochain pour moi, c'est d'essayer de mettre de la TV HD, de la TV haut débit, sur toutes les zones d'arrivée du Tour, et de proposer de la TV HD dans les endroits les plus reculés. En amont de la vitrine, il y a le labo. À San Francisco, il simule une maison et un bureau avec tous les services possibles et imaginables. Dans le labo, on a des choses que tout le monde connaît. Il y a le téléphone, il y a la Livebox, il y a la set-top box pour connecter la télé. Donc, ce qu'on regarde, ce sont les mécanismes qu'il y a derrière, de façon à ce que si moi, je suis en train de faire du jeu en réseau à la maison, et puis en même temps, il y a mon enfant qui est en train de regarder la télé, où j'inverse les choses. On aura la vidéo de bonne qualité et les jeux de bonne qualité, puisque sur les jeux, par exemple, le temps de réaction est important. Donc là, le réseau est assez intelligent pour reconnaître ça et dire voilà le type de qualité qu'il faut fournir à ces services-là. En somme, la finalité de ces câbles et de ces machines, c'est des réseaux intelligents qui vendront au client Orange tout ce qu'il voudra, quand il voudra, sans qu'il se préoccupe de technique. Le centre névralgique, c'est les camions Orange. Avec des centaines de câbles, ils vont irriguer tout le village technique du Tour en service de télécom. Et le studio, vous le mettez où? Le studio est au fond, là-bas au fond. Ça y est? Et pendant ce temps, Ngiata roule vers un événement typique de San Francisco, à la rencontre des startups qui inventent les services du futur. Pour des startups, c'est une opportunité de faire du business avec un grand acteur de télécommunications. Ce qui compte, c'est avant tout comment on va absorber toute cette innovation le plus rapidement possible et les transformer en business. C'est l'une des raisons essentielles de sa présence à San Francisco. Attirer dans les filets d'Orange les nouveaux venus les plus innovants de la Silicon Valley, juste au moment où ils sortent leur maquette de service. Ici, on repère les bonnes idées, on échange les business cards et plus, si affinité. So how do you protect the content? Yeah. You know this company, Orange? I've heard of it. Yeah. Here, I'll give you another one. Au même moment, Luigi arrive au séminaire mensuel des managers Paris et 92. Où est Solène? Elle est à la boutique. Pourquoi elle n'est pas venue? Je pensais que c'était uniquement pour les managers. Petit problème, il a oublié d'amener son adjointe. Il se fait retoquer par le big boss Kowalski, son directeur distribution. Je te propose de me rejoindre. Ensuite, donc, je vais vous présenter donc, Olivier Monod, qui est responsable de la boutique de Colombe.
adjointe. Et son adjointe. Et pendant ce temps, sur le tour, l'arrivée de l'étape approche. Orange, c'est du business, faut s'adapter en permanence à la demande. Nous avons une télé américaine qui vient de nous demander une ligne en urgence. Donc Christophe est en train de vérifier dans les boîtes. Apparemment, il faut tout de même ramper et passer sous le camion. 本届环法大赛当中，第3个山地赛段在阿尔卑斯山区进行最后的一个。Et qui salue par le toit ouvrant et par la vitre ouverte, le téléphone portable d'ailleurs, Nicolas Sarkozy. Nous avons des petites coupures avec la moto, nous allons nous dégager du dispositif parce que là je pense qu'il y a surcharge. Toute la machinerie de communication de la course qu'il ne faut pas oublier. Nous allons donc revenir à la course. Un avion qu'on a équipé de gamelles FH sur les ailes. Et qui reste en visibilité. Qui reste en visibilité. Sauf en étape de montagne où tu as un bond avec les stations. Comment tu fais pour suivre l'avion? Les France Télécom de la région apportent leur connexion et leurs lignes, mais comme Henri l'explique au directeur local, ils sécurisent l'ensemble avec les grands moyens. Soit tu as une montagne. J'ai beaucoup de directeurs d'unité qui pensent que les gars ils viennent passer, voilà, ils voient des paysages, ils voient des montagnes, ils voient la mer, ils changent de région, ils mangent bien, sauf que c'est un boulot. Là pour cette zone-là, 300 lignes analogiques numériques, 150 ADSL, SDSL, j'ai que 4 gars pour faire ça, en moins de 2 heures. Voilà la productivité. On va trouver dans le groupe. L'an dernier, j'ai fait un appel d'offres sous-traitance. Tous ont été plus chers. Tous. Une discussion de café entre un délégué syndical et un collaborateur de la boutique, c'est fini. C'est fini. Voilà. Donc je voulais vous le dire parce qu'ils sont particulièrement casse-pieds. Si vous stressez, vos vendeurs seront stressés, et le stress, ça fait de la surpression, et la surpression, ça fait de la mousse, donc il faut mettre la bonne pression et pas mettre de stress. J'ai une pêche d'enfer, parce que la pêche que vous m'avez donnée en début de réunion, par tout ce que vous avez mis en œuvre, par votre enthousiasme, était très fort. Allez-y, faites-le filtrer demain dans vos équipes, dites-leur une chose, que vous avez la patate, que vous êtes content, qu'on va gagner, qu'on est les meilleurs. Parce que si vous leur dites ça demain, ils vont vous exploser tous les résultats. Le boss est content de lui, il a tenu ses troupes, mais il a fallu tomber la veste. Au même moment, à Marseille, la température monte aussi d'un cran. Ça s'appelle le dialogue social. Le dialogue social à l'entreprise n'est pas efficace. Pour le bruit qu'on peut se dire. Oui, mais c'est parce que préparer d'autres, monsieur, pour être efficace. Parce que quand on repasse 3 fois un point. Nous allons entrer en réunion du comité d'établissement de la direction territoriale sud-est de France Télécom. La situation, elle est grave, dangereuse. France Télécom propose une carotte aux salariés, c'est-à-dire, si vous êtes sage, si vous vous sabordez correctement, si vous dégagez le cash-flow prévu par le PDG, éventuellement, les survivants auront un paquet d'actions dans 4 ans, si tout va bien. Ce week-end, le gouvernement vient d'annoncer la cession de 5 à 7% du capital de France Télécom. La stratégie de France Télécom n'a pour but qu'un affichage financier politiquement correct et qu'à satisfaire à court terme les actionnaires. Madame la Présidente. Je suis deuxième. En plus, doublement, je suis content parce que je me rends compte que je suis le premier vendeur de Paris. Ce sont des petits trucs qui encouragent, qui motivent. Sur le tour, après l'arrivée de l'étape, la caméra va laisser Henri à cet événementiel où il s'éclate. À Paris, Alfred a gagné son voyage. Pas les Antilles, mais... Et à San Francisco, Ndiata est invité par son boss à donner son avis sur le nouveau visuel de l'accueil. France Télécom Recherche et Développement devient officiellement Orange Labs. Mais si tu mets de l'orange, est-ce que ce sera pas trop ton sur ton? Ouais, je pense que ça sera trop... Alors que là, quand même, on a... Là, bon, le contraste est meilleur. Ouais. Scène de la vie d'un groupe, Orange et Orange, à San Francisco comme à Paris. Le 6, bien, comme ça je le marque tout de suite sur le planning. Moi je connais bien mon métier, je connais bien ma partie, mais je sais que l'entreprise a aussi d'autres domaines sur lesquels elle travaille, que je connais peut-être moins bien.
Mais oui, effectivement, on fait partie d'un groupe énorme en France, à l'étranger. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une boîte, une grosse boîte, une grosse maison, une grande entreprise. Je travaille pour une compagnie multinationale, mais je travaille pour mon accomplissement personnel. Je m'accomplis, donc je me sens bien, je ferai du bon travail. Et tout ce que l'entreprise attend de moi, c'est ça. Notre directrice territoriale, je ne suis pas certain qu'elle ait des vues très précises de ce que veut vraiment faire l'entreprise. Parce que là, on parle de 22 000 suppressions d'emplois, mais bon, il faut voir... Et ceux qui vont rester, est-ce qu'ils vont gagner plus? Ça serait bien, mais je sais... Je pense qu'on a un quota d'heures supplémentaires qui est relativement limité. N'est-ce pas, Madame Leban? Mais là, les choses commencent à changer côté réglementation. Il me semble. Voilà. Travailler plus pour gagner moins. Voilà. Non, mais... mais on est prêt à ouvrir des débats pour travailler, comme on dit, gagner plus pour travailler plus. Oui. Alors, j'ai bien entendu. Travailler plus pour gagner plus, alors ce serait mieux. Et c'est vrai que ce serait un débat. Mireille, 30 ans de maison, ça l'aide à faire le grand écart entre l'ancien et le nouveau. Car France Télécom devient Orange et c'est un monde qui change. Pour certains, c'est une promesse de réalisation personnelle. Pour d'autres, l'administration d'hier n'est pas encore tout à fait devenue un monde sans pitié. Mais souvent, ça y ressemble. Ce soir sur ce plateau, l'économiste Élie Cohen, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez bien cette entreprise puisque vous avez été par 2 fois administrateur. Absolument. On a l'impression quand on regarde ce documentaire qu'il y a 2 mondes qui cohabitent tant bien que mal. Les nouveaux venus qui sont prêts à se lancer des défis, les challenges de la rentabilité, etc. Et puis les anciens qui ont connu l'opérateur historique, qui eux ont du mal, ont l'impression de quelque part de subir un peu la modernisation de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le talon d'Achille de France Télécom Orange? Cette tension a toujours existé en fait, parce que dès 1945, si vous voulez, dès l'immédiate après-guerre, on a créé le CNET, et il y a déjà une partie de la DGT qui a la tête dans les étoiles. Il y a déjà une partie de la DGT qui regarde du côté des États-Unis, qui regarde du côté des Bell Labs. Et en fait, il y a toute une partie de la tradition de France Télécom qui est une tradition technologique, internationaliste, qui a toujours été à la pointe. Mais vous avez raison, en même temps, il y avait tout l'ancrage dans le territoire. Il y avait ce que je pourrais appeler la partie terrienne, les tireurs de ligne, ceux qui étaient dans les directions départementales. Et cette tension a toujours existé. Simplement, effectivement, avec la libéralisation, avec l'ouverture, avec le changement de statut, elle est exacerbée. Et c'est vrai que l'entreprise vit cette tension. Alors parfois, ça lui permet de se dépasser. Parfois, c'est un facteur de crise et de tension interne. Justement, est-ce que c'est vraiment un talon d'Achille parce qu'il y a d'autres concurrents à l'étranger. On a dit que c'était un marché international, mondial. Nos concurrents, ils n'ont pas la même histoire que nous. Alors, est-ce que c'est le talon d'Achille de France Télécom Orange? Alors, c'est une source de fragilité, il faut être tout à fait honnête, parce que si aujourd'hui, on devait bâtir un nouvel opérateur de télécom à partir de rien, eh bien, on ne le concevrait certainement pas comme le France Télécom actuel, avec sa hiérarchie, avec ses différentes strates, avec, disons-le, ces effectifs pléthoriques au niveau territorial. On concevrait un opérateur agile, réactif, avec peu d'effectifs, sous-traitant énormément son activité. Il faut bien comprendre que ce modèle historique du grand service public national jure tout à fait avec le modèle de l'opérateur de l'Internet réactif, à faible effectif et qui essaye de comprimer au maximum ses coûts pour faire le prix le plus bas. Vous allez faire bondir les syndicats. Déjà que dans le documentaire, on a vu qu'ils n'étaient pas très contents en disant il y a des mutations obligées, vraiment il y a une pression sur le salarié. Là, vous dites que quelque part, si on voulait être économiquement viable à France Télécom,
il ne faudrait pas s'embarrasser de tant de personnes, enfin, si je comprends votre logique. Non, la vérité, c'est comme je vous l'ai dit, si on devait rebâtir à zéro, à partir de zéro, un opérateur de télécom, on ne le bâtirait pas comme ça. Un modèle économique idéal, c'est ça ? Ceci étant, nous sommes dans le monde réel, et dans le monde réel, l'entreprise, est-ce qu'elle est hors... Il y a une histoire, il y a une géographie, il y a des implantations, et puis il y a une politique. C'est-à-dire, il est absolument impensable que France Télécom soit gérée comme une entité purement économique. France Télécom est un acteur économique, mais c'est aussi un acteur politique et social. C'est pour ça qu'en fait, le choix délibéré qui a été fait par l'entreprise, c'est de résorber progressivement l'ancienne structure par la croissance et par le temps. En d'autres termes, ce que dans d'autres pays on aurait fait par une adaptation brutale, se fait en France, étalé dans le temps, à l'occasion des départs naturels, à l'occasion des restructurations. Et donc, je vous rassure, il n'y aura pas de nuit du 4 août à France Télécom. Il y aura plutôt une évolution lente et dans le temps. Et vous l'avez bien dit, par une série de restructurations qui ne se font pas sans douleur, on l'a entendu. Les syndicats ont même lancé un observatoire du stress. Donc, preuve qu'il y a quand même un vrai malaise. Comment on accompagne une société en la modernisant tout en n'oubliant pas son historique et ses salariés? Écoutez, il faut quand même comprendre ce qui est en train de se passer. Je crois qu'on ne le voit pas assez. Imaginez une entreprise qui fabrique des automobiles et qui, du jour au lendemain, doit distribuer gratuitement ses automobiles et qui doit, à partir de là, rebâtir une activité économique et qui va chercher dans les services divers, par exemple le GPS ou autres, de nouvelles sources de revenus. C'est exactement ce qui est arrivé à France Télécom. Moi, quand j'étais administrateur de France Télécom au début des années 90, la source essentielle de nos revenus, c'était la téléphonie fixe. Les revenus de la téléphonie fixe ont pratiquement disparu. Donc, si vous voulez, c'est une révolution copernicienne. Comment une entreprise qui a vécu longtemps du téléphone fixe peut-elle non seulement survivre, mais croître, se développer et assurer un avenir à ses 110 000 salariés français et au-delà à ses 200 000 salariés internationaux en inventant de nouvelles activités? Alors aujourd'hui, elle le fait par le mobile, par l'Internet. Voilà, demain, elle devra le faire par quoi? Par les contenus. Le grand enjeu aujourd'hui, c'est les contenus et la publicité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver de nouvelles sources de revenus pour justifier l'existence de ces tuyaux, pour remplir ces tuyaux, pour continuer à accrocher le client, le consommateur, et pour permettre à l'entreprise de continuer à croître et se développer. Eh bien, on vient de le voir. Aujourd'hui, par exemple, Orange participe à la coproduction d'Astérix. Orange est en train d'investir dans le football. Voilà, vous rachetez les droits du football au même titre que Canal. Alors nous enregistrons, les dés sont lancés, mais on n'a pas encore le résultat. Mais est-ce que vraiment vous soutenez cette logique-là? Il faut de plus en plus investir de très grosses sommes d'argent dans les contenus et non plus seulement dans les tuyaux. Si vous voulez, en fait, on a le choix. On peut imaginer, et certains opérateurs de télécom ont décidé qu'ils n'étaient que des opérateurs de tuyaux. Et qu'au fond, ils vendaient de la capacité de transport de données sur leurs tuyaux à toute une série d'acteurs, et notamment des offreurs de services. Certains opérateurs ont fait ce choix. France Télécom a considéré qu'ils ne pouvaient pas croître et se développer simplement en étant un prestataire de services de tuyaux. D'autant que, avec la déréglementation, l'accès à ces tuyaux se fait à des prix qui sont fixés par le régulateur. Donc France Télécom a décidé d'être à la fois un opérateur intégré, c'est-à-dire qui est à la fois dans les tuyaux et en amont et en aval. Il a décidé également d'être présent en France et à l'étranger. Et du coup, son problème essentiel est de trouver de nouvelles sources de revenus. Et il a décidé que les contenus pouvaient être cette source complémentaire de revenus. Alors très bien, les contenus c'est parfait, encore faut-il les acheter, y avoir droit à ces contenus. Est-ce qu'aujourd'hui France Télécom Orange a les moyens, les reins financiers solides pour acquérir des contenus, ou il faudra qu'il s'allie aujourd'hui en Europe avec d'autres? En fait, c'est plutôt la critique inverse qu'on fait habituellement. Moi je suis positive. Voilà. France Télécom est tellement solide financièrement qu'il a de plus grandes facilités d'acheter des droits de télévision, de football, que des acteurs de l'audiovisuel qui, eux, par définition, ont beaucoup moins de moyens. Donc, en vérité, le monde dans lequel on va entrer de plus en plus, c'est un monde dans lequel on va avoir de véritables écosystèmes de contenu et on verra des opérateurs de télécom présents sur certains maillons, achetant certains droits. On va voir des gens comme Google ou comme Yahoo devenir des acteurs de plus en plus importants dans la sphère des contenus et des télécoms. On va voir des gens comme Canal+ ou Vivendi intégrer davantage le téléphone et les médias. Ce qu'on appelle le multisupport. C'est plus seulement la télévision qui sera diffuseur quelque part. C'est en fait le multicanal, le multisupport. Et en même temps, on va avoir des plateformes qui vont être des plateformes qui intègrent tous les différents réseaux et qui vont pouvoir diffuser
tous les différents contenus. Et donc, derrière ça, il va falloir avoir des systèmes informatiques de plus en plus complexes pour tarifer des micro-prestations. Lorsqu'on va consommer sur son portable un petit clip ou autre, il va falloir pouvoir à la fois diffuser ce clip, pouvoir le facturer rapidement. Et c'est ça qui est l'enjeu des nouveaux opérateurs de télécom qui, en fait, changent de nature et de métier. Mais en Europe, est-ce que France Télécom aura pleinement sa place comme premier ou pourra être un jour englouti par d'autres? Alors ça, c'est un autre problème. C'est qu'on assiste à une espèce de cycle de vie de l'activité télécom. Au départ, on avait un monopole national, verticalement intégré, c'est la vieille DGT historique. Et puis, il y a eu la phase de déréglementation, de libéralisation, et on a vu apparaître à la fois de nouveaux acteurs, et en même temps, on a cassé verticalement France Télécom, puisque France Télécom ne maîtrise plus totalement la propriété de son réseau, puisqu'il doit offrir l'accès à son réseau. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'occasion de la libéralisation, toute une série de nouveaux acteurs sont apparus à la fois en France et en Europe. En France, on avait, il n'y a pas longtemps, 10 acteurs qui offraient de l'Internet au débit. Et puis on assiste maintenant à la troisième phase qui est la phase de concentration. Et au fond, les États-Unis sont un laboratoire parce qu'ils ont connu la même histoire que nous. Sauf qu'aux États-Unis, après avoir connu la fantastique fragmentation, on a un très grand regroupement et on n'a plus que 2 grands opérateurs de télécom. Et donc la question est, si concentration il doit y avoir en Europe, est-ce que France Télécom fera partie des consolidateurs ou des consolidés? Bien, la réponse à cette question, c'est que France Télécom, au cours des dernières années, s'est un peu affaiblie et que des opérateurs, par exemple comme Telefonica, qui ne représentaient pas grand-chose, sont devenus des acteurs beaucoup plus puissants, d'ailleurs dont la capitalisation boursière est supérieure à celle de France Télécom. Au fond, France Télécom, très occupé qu'il était à absorber le choc de ces bêtises passées, vous savez, les acquisitions de la période Bon, les acquisitions folles qui ont coûté 30 milliards d'euros en pure perte, dont il ne reste plus rien, Michel Bon. On continue à en payer les frais. On continue à en payer les frais, donc il faut à la fois payer les frais de ces folies, assainir, il faut en même temps... ce que je disais tout à l'heure, absorber le choc de l'ancienne structure historique, parce que l'entreprise ne peut pas... Donc les effectifs et faire en sorte de niveler tout ça sur le temps. Gérer dans le temps la décrue, l'attrition progressive, tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc tout ça a limité les moyens de France Télécom, qui n'a pas pu, il faut dire la vérité, au cours des 5 dernières années, faire les sorties hors du territoire que d'autres ont fait, notamment en Inde, en Chine, parmi les pays émergents, même en Europe centrale et orientale. Donc France Télécom n'a pas pu faire tout cela. Et du coup, le rapport de force a évolué un peu à son détriment, puisqu'aujourd'hui, il faut dire les choses clairement, Telefonica est puissant, Deutsche Telekom est puissant. Bon, France Télécom compte encore, malgré tout, il est un peu plus fort tout va se jouer dans les 3-4 ans qui viennent, c'est ça ? Opérateurs, voilà, que Telecom Italia qui est en train de se faire absorber par Telefonica. Donc aujourd'hui, France Télécom a assaini sa position, il redevient un acteur, mais la partie va se jouer effectivement